Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons un nouveau parcours d'OBM. Aujourd'hui, j'accueille Constance. Constance qui a fait partie de la première cohorte de projet OBM, je crois. La cohorte officielle après la version bêta test qui est sortie en avril. Donc, je vais, comme d'habitude, lui poser des questions sur son parcours. On va s'arrêter ensemble sur des points spécifiques, des choses qui pourront vous apporter de la valeur, vous permettre de vous projeter dans ce métier qui vous fait peut-être de l'œil ou ce que vous avez peut-être commencé et dans lequel vous vous sentez peut-être un peu perdu. Donc, le parcours de Constance, c'est un parcours particulier parce qu'elle avait déjà commencé quand je l'ai rencontrée, quand elle a rejoint le projet OBM. Donc, ce sera intéressant de voir un peu comment elle en est arrivée à vouloir se former, comment elle s'est lancée dans ce métier. D'ailleurs, il y a même des choses qui pour moi sont floues parce que comme elle était déjà lancée, je ne sais même plus ce qu'elle faisait auparavant. Donc voilà, Constance, bienvenue sur le podcast des OBM. Hello à tous, trop contente d'être là. Effectivement, je suis arrivée lors de la première cohorte. Je trépignais d'impatience. C'est moi qui t'ai envoyé des mails. Ça ouvre quand? C'est quand? C'est quoi le prix? C'est-à-dire, il y aura des plans de paiement? Ouais, c'était moi. Ouais, je me rappelle que tu étais au taquet. Tu fais partie des personnes qui me confirmaient à chaque fois que l'offre était vraiment pertinente parce que bah j'avais la liste d'attente. Mais toi, vraiment, tu étais déterminée, quoi. Une Ah fois que ouais, c'est je savais sorti. clairement que je voulais faire cette formation. Et pour le coup, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'incitait à demander toute l'information, à essayer de bien savoir qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc j'avais besoin d'informations, clairement. Et je trouve ça drôle en termes de business parce que bah comme vous accompagnez en fait des entrepreneurs, mais je voulais rebondir là-dessus même si c'est pas trop le sujet. Mais tu vois ça fait partie des indicateurs qui montrent quand on tient une offre qui va vraiment répondre à un besoin parce que je me rappelle effectivement j'étais pleine de doutes, enfin pas pleine de doutes, mais voilà je vais sortir un programme, il n'y avait pas encore de page de vente, j'avais juste fait une méta-thèse rapide, mais malgré tout je voyais quand même qu'il y avait de la demande. Donc je suis contente aujourd'hui, un an après, puisqu'on va bien, le mois d'avril va bientôt arriver. Voilà, tu t'es lancé et on va justement parler de ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer en tant qu'online business manager? Déjà, avant de me lancer, je ne savais pas du tout que je faisais des tâches d'un d'OBM en fait. Clairement, pour moi, c'était flou et ça venait, la formation est venue confirmer ça. Bon, on en parlera, je suppose, un petit peu plus tard. Et pour le coup, tout avant, moi, je m'étais lancée, je suis une jeune entrepreneur, je me suis lancée il y a moins de 2 ans. Et avant, je travaillais dans les mobilités étudiantes. Clairement, dans le salariat, vraiment, voilà, dans les institutions, des hautes institutions, disons, d'enseignement supérieur. Et pour le coup, je me suis lancée, c'était jamais prévu l'entrepreneuriat. Et encore moins de me former au métier de BM. Est-ce que tu te sentais entrepreneuse dans la... Tu vois, parce qu'il y a des profils, en fait, qui, depuis toujours, ils savent qu'ils ont soif d'indépendance, qu'ils veulent pas de patron, etc. Et puis d'autres pour qui l'entrepreneuriat s'est présenté, mais tu vois, c'était pas genre le goal ultime de leur vie. Ils se sont juste dit, il y a une opportunité, je vais essayer. Tu fais partie de quel team, toi? Bah, absolument pas, c'était pas du tout un goal du tout. C'est-à-dire pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de très flou. C'était un peu les entrepreneurs à Dubaï, tu vois. Enfin, clairement, j'avais pas du tout l'image de... Enfin, j'avais aucune image autour de moi, il y avait aucun entrepreneur. Donc, clairement, ouais, ça n'a jamais été un objectif en soi. D'accord. Et quand tu t'es lancée, du coup, tu es une baby entrepreneuse, comme tu dis, entre guillemets, parce que ça fait moins de 2 ans. Donc, tu as quand même quitté ton emploi, tu as démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? En fait, j'ai pas obtenu ma rupture conventionnelle, pour le coup, parce que j'ai été trop honnête avec ma hiérarchie. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, si vous voulez continuer votre petit projet à côté, eh bien, nous vous laissons l'opportunité de pouvoir rester dans votre travail et de ne pas le quitter justement pour avoir cette sécurité. Et pour le coup, bah, j'ai décidé de démissionner parce que ça se passait pas très bien. Et pour le coup, j'avais déjà une opportunité. En fait, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat en ayant déjà un contrat. Donc, c'est ça qui a facilité. De moi-même, je pense que je serais jamais venue dans l'entrepreneuriat. Peut-être, possiblement à un moment donné, mais c'était très... Enfin, c'était pas du tout mon goal, quoi. Et je suis venue voilà, en ayant déjà un contrat, puisqu'à l'époque, je faisais des tâches d'organisation déjà pour
une coach en développement personnel. Les tâches d'organisation, dis-nous un peu ce que tu faisais. Comme ça permet de savoir aussi pour toutes celles qui sont peut-être assistantes et qui savent pas qu'elles sont plutôt OBM, qu'est-ce que tu faisais du coup pour ce contrat-là? Bah, pour le coup, au début, c'était vraiment des tâches d'assistante. C'était vraiment gérer l'agenda. Il y avait un peu de brainstorming déjà par rapport aux offres, par rapport aux futures offres. J'avoue que c'est un peu flou. Mais effectivement, il y avait beaucoup de choses d'assistanat au début. Et puis au fur et à mesure que l'entreprise de cette coach a pris de l'ampleur, pour le coup, bah, les tâches aussi ont évolué. Et comme j'étais la première à intégrer la team, pour le coup, j'ai vu aussi l'entreprise évoluer. Et aujourd'hui, c'est une société. Ok, donc on est vraiment sur le parcours type, quoi. Enfin, le parcours type. Quand je dis ça, parce que l'origine du métier d'OBM, ça reste quand même des AV qui évoluent en tant qu'OBM, parce que le marché du business en ligne a explosé. Il y a un besoin qui s'est fait ressentir sur le business en ligne. Les assistantes virtuelles n'étaient plus une fonction qui suffisait. On leur demandait d'avoir plus de responsabilités, d'avoir une vision plus globale, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour toi. Tu es arrivé dans une entreprise qui était en train de naître en tant qu'assistante et au fur et à mesure, tu as évolué. Comment tu as entendu parler du métier d'online business manager du coup? Bah, c'est une amie entrepreneur qui, du coup, c'est une consultante en stratégie digitale qui travaillait aussi avec nous, qui est venue après ensuite grossir un peu la team à ce moment-là. Et elle m'en a parlé comme ça, tu devrais te renseigner. Et moi, je dis, qu'est-ce que c'est? Enfin, je sais pas. Et je suis tombée sur plusieurs profils, et dont le tien. Et pour le coup, c'est comme ça, en fait. Avant, je n'avais aucune idée que ça existait, en fait. Parce que pour le coup aussi, je rappelle, je n'étais pas vraiment dans cette recherche de qu'est-ce que l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui existe. Moi, je suis arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et j'ai commencé à travailler. Ok, ok. C'est super ça. Donc tu as évolué au fil de l'eau. Est-ce que tu as ressenti un peu ce syndrome de l'imposteur à tes débuts? Ou pas du tout, vu que ça s'est fait au fil de l'eau, tu sais? J'ai ressenti cette évolution assez rapide dans mes compétences. Et pour le coup, pour moi, et à l'heure d'aujourd'hui aussi, sur certaines choses, c'est assez inné en fait. C'est des choses qui viennent de moi. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Mais pour le coup, il y a ce côté où je me suis dit, mais est-ce que je peux me dire OBM ou est-ce que je peux montrer que j'ai évolué ou est-ce que je peux vraiment mettre une étiquette? À ce moment-là, c'était un peu, c'était flou, tout simplement. Et c'est peut-être justement à ce moment-là où tu t'es dit que tu avais envie de te former, même si ça allait finalement dans tes missions. Tu as eu envie de te professionnaliser, de confirmer tes compétences. Ouais, c'était vraiment quand du coup, quand j'ai fait cette démarche de la formation, c'était vraiment me dire, OK, là, je viens me mettre un peu une étiquette un peu formelle, un peu, voilà, je peux me considérer comme OBM parce que j'aurais suivi cette formation et je vais soit acquérir de nouvelles compétences, soit muscler certaines compétences, soit apprendre aussi de nouvelles choses. J'étais vraiment dans le côté, OK, maintenant, il faut que quelque chose, là, c'était un petit peu au fil de l'eau, hein, comme un cheveu sur la soupe, je suis venue. Maintenant, j'ai envie de jouer le jeu. Quitte à être dans l'entrepreneuriat, je joue le jeu. Je pense que tu vois, moi, j'aime bien parler parce que des fois, ça peut faire un parcours un peu lisse. Tu vois, je suis devenue assistante et puis après, j'ai évolué en tant qu'OBM et je me suis formée et tout s'est bien passé. Mais tu as sûrement rencontré certaines difficultés sur le terrain. Quels ont été, voilà, tes plus gros défis en tant que même assistante, tu vois, qui se lance en tant qu'entrepreneur, sachant que tu étais salarié auparavant, que tu ne connaissais pas forcément le secteur du business en ligne. Quels ont été les plus gros challenges pour toi? Tu peux en citer plusieurs si tu le souhaites. Ce qui me vient, c'est vraiment, tu viens de le mentionner, c'est je ne connaissais rien au business en ligne. Donc, en fait, je ne me sentais pas légitime parfois. C'est vraiment des soucis de légitimité en me disant, OK, la stratégie digitale, le marketing, OK. Je vois le truc et des choses que je disais en réunion, quand on brainstormait, qui me paraissaient pour moi logiques par rapport à l'avancement d'un projet, mais je n'avais aucune base en fait. Je me confrontais parfois au je ne comprends rien à ce qui est dit. Depuis 5 minutes, je comprends pas parce que du coup, je ne suis pas dans le milieu. Et je me sentis vraiment en décalage par rapport à ça. Ça a été disons, le plus gros au début. On ne se rend pas compte quand on ne vient pas du milieu à quel point, parfois, il y a des. Moi, j'ai beaucoup. Ça vient aussi de ma façon d'être, mon fonctionnement. J'ai besoin de cette compréhension. Si je comprends pas moi, l'environnement et le milieu et les personnes, je peux pas être dans mon plein potentiel, dans vraiment l'expression la plus forte de mon fonctionnement, de mes compétences, tout ça. Donc ça, c'était l'incompréhension en fait sur le milieu du business en ligne qui finalement, tu l'as vite rattrapé parce que je sais que tu es curieuse, que tu t'es approprié le secteur d'une certaine façon.
Et est-ce que tu as eu des problématiques de posture? Parce que du coup, tu fais partie de celles qui ont transitionné, c'est-à-dire que tu es passé d'un rôle d'assistante à un rôle d'online business manager. Est-ce que ça a été facile à faire adopter à ta cliente? Est-ce que, voilà, comment tu es passé? Parce que je sais que la transition, elle est difficile. Est-ce que tu as complètement laissé tes tâches d'assistante? Dis-nous vraiment pour de vrai comment c'était cette transition. Pour de vrai, la vérité. Ok. C'était pas facile. Pourtant, moi, voilà, comme tu dis, je suis curieuse. J'ai aussi une bonne affirmation de moi. J'ai pas de problème. J'ai un bon, disons, tempérament. Je me suis retrouvée dans un milieu dans lequel bah, je ne savais pas non plus comment cadrer, recadrer ou négocier, disons, comme on appelle dans le salariat et aller voir la RH. Ça, ces choses-là, c'était très nouveau. Et pour le coup, quand j'ai commencé à monter en compétences, je me suis dit, bah, en fait, je ne peux pas, je dois délaisser des tâches d'assistanat parce que ça ne correspond plus à ce que je veux faire, à ce qui me stimule. Maintenant, c'est vrai, c'est un des challenges donc tu me demandais avant et que du coup ne m'est pas venu directement, mais le fait de recadrer une collaboration en cours sur laquelle il n'y a pas de date de fin, et pour le coup, tu te retrouves à dire bah je ne veux plus faire ce genre de tâches ou j'aimerais bien ça et proposer que venir à il y a aussi ce côté où tu viens aussi proposer, être dans la proactivité, ce que tu ne faisais pas avant, ce que je ne faisais pas avant. Et pour le coup, ça a demandé beaucoup de... Bah, du coup, j'ai eu ton soutien aussi, j'ai eu ton aide. Pour le coup, ça a demandé plusieurs réunions, savoir un petit peu ce que j'apportais sur la table. Parce que vraiment, ce que j'apportais, refaire une réunion de cadrage, revoir un peu la collaboration et voir vraiment montrer à ma CEO les bénéfices de cette montée en compétences et ce qui allait apporter et pourquoi je voulais plus me focus sur des tâches plus stratégiques, disons, ou moins d'assistanat, disons, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça allait apporter et quel impact ça aurait dans notre collaboration aussi. Donc, c'était vraiment un vote de confiance. Là, enfin, tu incites la personne à te faire confiance. Et c'est aussi un peu plus facile et difficile à la fois, c'est paradoxal, puisque cette personne, j'étais la première à intégrer l'équipe, donc pour le coup, la confiance est déjà là. Mais en même temps, le côté où bah, je suis la personne de confiance. Donc, si j'ai pas cette personne-là qui commence à se détacher un peu de tâches, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je dois faire confiance à d'autres personnes, comment qu'on s'organise? C'est assez paradoxal, disons. Ouais, c'était très challengeant et je voulais que tu en parles parce que je pense que ça va être le gros défi de la plupart des assistantes qui évoluent en tant qu'OBM en restant sur une seule et même mission, c'est-à-dire recadrer. Et j'étais contente que tu puisses faire projet OBM parce que je me rappelle en fait des sessions de mentoring où on a travaillé là-dessus. Plein de fois, tu as retravaillé ta posture. Il y avait aussi, je ne sais pas si tu souhaites aussi apporter une piste par rapport à ça, mais je sais que c'est une problématique aussi de beaucoup de personnes qui rejoignent projet OBM, c'est-à-dire qu'ils ont un client principal, mais ce client principal va vraiment déborder, comme c'est un peu le premier. C'est un peu comme le premier enfant à qui on a tout donné et on a du mal à gérer son temps, on a du mal à recadrer les choses quand on a laissé un peu, tu sais, une petite dérive par-ci et du coup, Oui, je vois très bien. elles ont vraiment du mal à recadrer ces missions-là et ouais, t'en as un peu parlé, mais est-ce que tu veux compléter aussi par Ouais, rapport à ça? effectivement, Parce que pour moi, il y avait d'une partie le recadrage de la collaboration quand vraiment tu viens à monter en compétences, mais il y a aussi le fait, ce qui est dans le côté un peu paradoxal de tout ça, c'est aussi, comme dans le salariat, parfois tu mal habitues tes boss à faire tes tâches pas un peu trop vite, mais tes tâches super vite, tu es toujours dans l'efficacité, tu es toujours dans la proactivité, dans l'anticipation, et pour le coup, tu viens bah, un petit peu mal habitué tout ça et c'est un peu compliqué de venir dire stop. Parce que du coup, au début, c'est le cas, je comptais pas trop mes heures, même pas du tout. J'étais tellement enthousiasmée et stimulée par ce nouvel environnement et ces tâches que je savais manier rapidement, efficacement et qui n'étaient pas du tout comment dire ça, qui n'était pas du tout difficile ou compliqué à exécuter. Et pour le coup, j'étais toujours dans l'action, toujours en train de faire plus, plus, plus. Et bah, du coup, quand j'ai monté en compétences, c'est que j'ai vu aussi la valeur de mes compétences. Il y a aussi eu ce recadrage, disons, dans la collaboration. Et là, c'est passé par dédier un temps à ma première cliente. Puisque du coup, il y a aussi eu cette volonté d'aller voir ailleurs, de voir un ouais. petit peu d'autres business, de voir un petit peu bah, développer d'autres compétences. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup dans le milieu, je travaille avec beaucoup de clientes qui sont dans le développement personnel. Et pour le coup, je voulais voir aussi, enfin, je voulais connaître d'autres business, clairement, cette curiosité qui est très mienne. Et je voulais
la transposer à d'autres clientes. Et c'est là où on vient recadrer effectivement aussi la collaboration en dédiant seulement un jour, en mettant aussi des limites par rapport au contact, aux messages, par rapport aux réunions aussi. Donc ça aussi, ça fait partie du recadrage. Et ça, ce sont des choses qui ne sont vraiment pas simples, mais qui pourtant arrivent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de membres de projets OBM qui décident de se former, qui prennent conscience de la valeur de leur temps. Donc, ces moments de recadrage ne sont pas simples, mais ils sont juste essentiels si vous voulez gérer plusieurs clients, si vous voulez arrêter de, par exemple, brader votre temps, parce que des fois, ce qui se passait, c'était que bah, certaines clientes pouvaient prendre tellement de temps et finalement, on les facturait, mais beaucoup moins et au rapport, même si on vend pas systématiquement son temps, mais on vend une valeur, bah, au rapport au temps passé, ça revenait à peanuts, tu vois. Et c'est pour ça que j'encourage de toujours revenir quand même à un certain tarif horaire, non pas en mode je facture forcément systématiquement à l'heure, mais au moins pour soi, se dire que mon temps vaut tant. Et pour toutes les missions que je veux faire, je ne veux pas descendre en dessous Mm. de ce tarif-là pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées et même finalement exposer son entreprise à une sorte de plafond de verre parce que finalement, tu n'as qu'un seul client, tu n'as pas le moyen de voir autre chose et tu dépends d'une seule source de revenus. Et ça, franchement, quand on est entrepreneur, c'est pas du tout l'idéal. Donc, merci Mm. à toi d'avoir parlé de ça. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode où j'en parle. J'ai fait l'un des tout premiers épisodes de podcast, tellement ça me semblait essentiel. Bah, j'ai fait une petite sensibilisation autour de ça sur comment poser les limites dès le départ. Et puis après, ce sont des choses qui, je sais, ne sont pas simples. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on rejoint des programmes, quelle que soit leur forme, en fait, c'est bien de pouvoir parler à d'autres personnes, d'avoir des conseils, d'avoir du feedback, parce que ce ne sont pas des choses simples à mettre en place, surtout quand il y a de l'affect. Parce que on est dans de la gestion de relations humaines, on a de l'émotion et c'est pas simple de prendre du recul. Donc avoir un regard extérieur, c'est aussi important. Donc je te remercie d'être venu là-dessus. Et puis bah, au cours de ton parcours, donc tu te formes au métier. Je sais aussi que ce qui te motivait à rejoindre Projet OBM, c'était avoir accès à la communauté. Donc tu as fait les sessions de motoring à fond, tu as fait quelques trainings, tout ça. Donc tu te formes. Et puis un jour, je découvre que oh non, tu nous annonces sur le Slack que tu vas faire une formation de préparation mentale. Alors, explique-nous pourquoi, parce que j'aime vendre le métier d'OBM comme étant, j'ai fait un épisode dernièrement où je parlais des idées reçues. En fait, je trouve que trop de personnes limitent ce métier-là, alors qu'en réalité, être OBM, c'est une base. Mais aujourd'hui, quand on décide d'être entrepreneur, je trouve que ce serait dommage de se mettre dans un cadre figé. Et je trouve que toi, aujourd'hui, tu arrives à finalement garder ta vision, tu sais, à ne pas t'enfermer dans des cases particulièrement. Et je trouve ça intéressant et je voudrais bien que tu nous parles en fait de ton envie de te former en plus à la préparation mentale et comment tu l'intègres à ton rôle d'online business manager. Pour le coup, c'est drôle et ça me fait rebondir par rapport à ce que tu disais juste avant, les limites, tout ça. Parce que ce qui est aussi n'est pas assez pris en compte, c'est quand tu deviens entrepreneur, tu deviens surtout bah, OBM, tout ça, tu as aussi ton business. C'est pas que le business de tes clientes. Et en fait, toi aussi, tu faut que tu te prennes en compte comme cliente. C'est-à-dire que toi aussi, tu as ton business avec tes évolutions, avec bah, voilà, tes compétences, les choses que tu veux faire, tes projets. Et ça compte tout autant. Et c'est pour ça que je voulais rebondir dessus, parce que quand j'ai commencé OBM, pour moi, c'était, bah, je voulais voilà, consolider quelque chose, apprendre plus. Il y avait le côté communauté, comme tu disais, qui était hyper important pour moi. Parce que je me sentais, effectivement, je sors du salariat, je replonge dans l'entrepreneuriat et bah, je retrouve un peu seule, pour le coup. Parce que je ne connaissais pas aussi dans le salariat avec mon équipe. Moi, je suis un petit clown, c'est-à-dire que si je peux faire des bêtises ou faire des blagues tout le temps, je le fais, tu vois. Bon, là, avec le chat, c'est un petit peu moins bien. Il y a moins de répondants. Mais trouver une communauté, c'était hyper important pour moi. Et par rapport à mon parcours OBM, je me suis rendu compte au final dans mon parcours que il y avait surtout une spécialité qui me plaisait. C'est-à-dire que j'ai appris plein de choses, des choses que j'ai mis en place. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais pas mal de compétences déjà bien acquises et bien fortes. Et c'est comme ça que j'en suis venue, comme tu disais, au BM, on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire que c'est un métier, mais on peut aussi prendre un volet ou se spécialiser, disons. Et moi, j'ai choisi la gestion de projet. Et en fait, j'y viens à la préparation mentale. Et en fait, en faisant la gestion de projet et en me concentrant sur ça, je me suis rendu compte que généralement, dans
la mise en place, le suivi de projet et la création de projets, disons, conception, gestion, suivi. Il y avait surtout, je retrouvais la même chose chez mes clientes, généralement, c'était ce côté un peu blocage, mindset, où des choses, on en venait limite à presque du coaching. Moi, je n'ai aucune compétence là-dedans, enfin, disons, oui, mais je n'ai pas de, voilà, je suis pas suivi de formation à ce sujet. Et ça venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la préparation mentale, c'est aussi venu dans ma vie que ça a popé à différents instants de ma vie où on me disait, par exemple, quand j'expliquais le métier, ce que je faisais à des personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat autour de moi, elles me disaient, ah, ça ressemble un petit peu comme si tu les coachais aussi un petit peu ou comme si c'était un petit... Enfin, il y avait quelque chose lié au mental qui était là. Et pour le coup, la préparation mentale, je me suis du coup inscrite en septembre dans cette formation. C'est comme si OBM, c'était un petit tremplin pour me permettre ensuite de vraiment focus. C'était vraiment, j'ai du mal à, je suis désolée, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire, ça va venir, mais au sens où, pour moi, le mental aujourd'hui, il est au service des projets. Sauf que sans le volet OBM et le volet gestion de projet que j'ai musclé, je n'aurais pas pu trouver cette voie non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est assez clair pour moi et je vois très bien parce qu'en fait, j'en parle aussi, même subtilement tout au long du programme. Je sais pas si tu vois les moments où j'en parle, mais en fait, on est très souvent amené à adopter parfois une posture de coach. Quand on est en face d'un CEO qui est en train de se dégonfler, je sais pas, qui traverse un échec ou qui est en train de préparer un lancement, bah en fait, des fois, on coach en posant des questions sans même s'en rendre compte. Quand on est en train de manager et qu'on veut que des personnes atteignent des objectifs spécifiques, c'est une posture de performance, de préparation mentale. Donc moi, je vois directement le lien et je vois tout de suite les connexions qui se font en fait quand tu as choisi de te former. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, donc tu as choisi de te spécialiser dans la gestion de projet et en amenant du coup ta compétence, ta nouvelle compétence en fait en préparation mentale. Et ça, je trouve ça hyper smart. Pourquoi? Parce que bah, tout de suite sur le marché, tu vois, tu vas te démarquer avec des autres OBM parce que du coup, t'es pas juste OBM, tu as aussi cette compétence en plus. Et ça, j'encourage beaucoup à le faire parce que ben en fait, tous les moyens sont bons en fait pour se distinguer sur le marché. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Je te vois hocher la Ouais. tête. Au-delà de se distinguer, je trouve qu'il y a aussi, faut beaucoup s'écouter et trouver, tu disais avant que effectivement, il y a ce côté un petit peu de faire différemment, de sortir des cases. Et j'ai toujours eu ça, pas depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire qu'on me donne une case. Moi, j'ai OK, je vais dedans, j'aime bien le côté communauté, je suis dans la formation OBM, je suis dans cette communauté aujourd'hui de projet OBM. Mais pour le coup, à côté, j'ai aussi ma petite communauté de préparation mentale. Et en fait, je me nourris un peu de tout ça. Et je trouve que c'est hyper important que voilà, quand vous choisissez voilà, de vous spécialiser, de venir muscler vos compétences et de venir acquérir davantage de compétences, disons, avec Projet OBM, de trouver aussi, de ne pas perdre cette petite, ce qui fait vous, en fait. C'est-à-dire, moi, le côté mental me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup ce côté où je trouve que, aujourd'hui, je suis dans la préparation mentale et pour le coup, le positionnement, c'est vraiment le bien-être mental vers la performance. Donc, je place vraiment le mental comme, disons, le point de départ, ce qui me paraît très logique pour moi. Mais effectivement, je trouve que c'est intéressant de garder toujours en tête ce vers quoi on est toujours attiré d'abord, parce qu'au final, c'est ce qui va faire la façon dont on se distingue par la suite, parce que des OBM, il y en a 1000, il y en a voilà, des milliers et des cents, mais l'idée, c'est de voir, on est toutes différentes, on ne traite pas le même projet de la même façon, on n'a pas la même vision, et c'est ça qui est bien aussi, tu vois. Ouais, carrément. Là, on va carrément changer de sujet, mais pas vraiment changer de sujet, c'est juste qu'on va remonter en fait dans ta timeline parce qu'on s'est un peu écarté avec la préparation mentale. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Il y a un sujet dont on ne parle pas et tu commençais à parler du fait que bah, quand on est OBM, on a aussi notre propre business et c'est important d'en avoir conscience. Mm. Et ça, peu de nouveaux freelances ont cette conscience dès le départ et je trouvais important d'en parler. Et l'une des réalités à laquelle on peut faire face, c'est que des fois, on va avoir alors, il y a plusieurs types de business model, mais quand on choisit en fait d'avoir un business model où on fait des collaborations à plus ou moins long terme,
eh bien, des fois, bah, il y a des fins de collaboration qu'on n'a pas prévues. Des fois, ce sont des gros contrats qui représentent peut-être 60% de notre chiffre d'affaires. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui peut tout de suite apporter une certaine pression ou alors on ne sait pas comment les gérer. Alors, moi, au sein de projet OBM, je vous encourage tout le temps à ne pas mettre vos œufs dans le même panier, à diversifier, etc. les choses. Je sais que tu as vécu une période similaire où un contrat s'est arrêté et je veux bien que tu nous partages bah, comment tu as traversé cette période, comment tu as su rebondir parce que, ben oui, en effet, je vous vendrai jamais, moi, un monde de bisounours où vous allez avoir tant par mois et tout ira bien. Ben, parfois, il va y avoir des hauts, parfois, il va y avoir des A. Et dans la vie d'un entrepreneur, ben, des fois, ben, il y a des contrats qu'il faut remplacer, il y a des décisions qu'il faut prendre. Et Constance a traversé une petite période comme ça. Donc, je veux bien que tu nous en parles un peu. Ouais, effectivement. Et je trouve ça génial aussi que dans ta communication, tu ne sois pas en train de faire des promesses de CA ou des choses comme ça, parce que parfois, oui, on met les mêmes œufs, tous nos œufs dans le même panier. C'est ce qui m'est arrivé. Et pour le coup, par rapport à ce que tu parlais, la fin de collaboration, il y a eu cette décision de mettre fin à une collaboration parce que pour moi, c'était important. C'est là où est venue la préparation mentale. C'est-à-dire que j'ai décidé que mon bien-être mental passait aussi par certaines décisions à prendre et quitte à mettre en péril un petit peu mon CA et mettre beaucoup en péril. Pour le coup, j'ai commencé comme je ne pouvais pas dédier un temps extrême au début de ma formation à mes clientes, j'ai décidé de commencer par des collaborations un peu plus petites et même des offres, disons, où ça me demandait moins de temps. Possiblement, ça me faisait perdre aussi en CA, mais le challenge était vraiment de essayer de trouver l'organisation la plus optimale pour que je puisse et me former sur une formation qui est aussi en présentiel, hein, c'est aussi pour ça, je précise, qui est aussi en présentiel, et en même temps continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire suivre des projets, gérer des projets, concevoir des projets avec des clientes. Et pour le coup, c'est passé par l'arrêt de cette collaboration parce qu'on l'a arrêté pour le coup. Il fallait rebondir et je suis allée vers des anciennes clientes que j'avais eues en one shot pour leur proposer des collaborations courtes, un temps dédié qui était beaucoup moindre par rapport au temps dédié que j'avais avec ma cliente principale à l'époque. D'accord. Et comment tu as vécu cette période? Est-ce que ça t'a semblé surmontable? Quelles pensées t'ont traversé l'esprit? Parce que bah, des fois, je sais que quelqu'un qui est salarié, par exemple, qui a peur de se lancer à cause de l'instabilité financière, je voulais savoir comment toi tu gères cette partie-là parce que tu t'es lancée avec un contrat qui t'attendait, mais maintenant, du coup, tu es vraiment entrepreneuse à plein temps, tu vois. Qu'est-ce qui t'aide à traverser ces périodes-là? C'était un peu le creux de la vague, si je puis dire. Mais je me suis dit que ça faisait partie du process. J'ai commencé l'entrepreneuriat avec une chance incroyable, c'est-à-dire que j'avais déjà un contrat. C'est-à-dire que quand, à la fin de ce contrat, et que j'ai commencé un petit peu à essayer de mettre mes œufs dans différents paniers, à adopter un peu une stratégie, c'était le moment où j'ai considéré vraiment que j'avais mon propre business. Que là, il était temps que je prenne ma posture aussi de CEO pour mon business et que pour le coup, j'avais eu entre guillemets, je l'ai fait, mais entre guillemets, que j'avais eu de la chance au début de commencer comme ça l'entrepreneuriat dans un contrat. Autour de moi, les personnes qu'aujourd'hui je côtoie, ce n'est jamais le cas en fait. Elles se sont lancées. On entend souvent, bah, les premières années sont compliquées parce qu'on aussi, on trouve, voilà, il y a une question de positionnement, on tâtonne un petit peu. Et pour le coup, j'ai accepté que c'était ma période à moi à ce moment-là, que si j'acceptais pas, en fait, ça allait mettre aussi au péril mon bien-être mental pour aussi être vraiment dans cette démarche aussi de nouvelle formation. Si je m'étais pas mis en tête, vraiment convaincue profondément que c'est partie du process et aussi j'ai été entourée, j'étais très bien entourée, aussi bien par des conseils que, voilà, financièrement, j'ai aussi un conjoint qui est là. Pour le coup, ça m'a permis aussi de me dire, ça fait partie du process. Je suis vraiment, c'est là où j'ai réalisé, je suis vraiment entrepreneur. Je prends en compte mon business. Ce qui est le plus important maintenant, c'est ma formation et j'enlève du temps. Et du coup, comment je trouve des projets et des contrats qui me permettent d'avoir ce temps et en même temps me permettent d'avoir du CA. Donc, j'ai dû revoir un petit peu ma façon de penser. Et ma façon de penser, voilà, je veux des clientes long terme, absolument. Je veux dédier, je sais pas, je dis au pif, 3 jours par semaine. Non, là, je viens, ok, j'ai tant de temps. Il faut quand même que je fasse rentrer tant de CA. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais.
Donc, je sais qu'on a travaillé un peu sur ça. Après, je laisse toujours la flexibilité aux membres d'écouter leur voix, etc. Mais c'est vrai que moi, je n'arrêtais pas. Enfin, parce que moi, mon but, certes, je ne vais jamais marketer un chiffre d'affaires particulier, mais mon but, c'est que vous viviez de votre activité, tu vois. Et quand tu nous as partagé que voilà, que t'allais avoir ce contrat que tu n'allais plus avoir, etc. Je savais pas du tout ce que ça te prenait en temps, la préparation mentale, mais tout de suite, ben, effectivement, on a généré des plans d'action. En fait, parce qu'il y a toujours prendre sa posture d'entrepreneuse, c'est tout simplement être proactive. Et je crois vraiment qu'il y a toujours des solutions. Bien sûr, certaines sont plus inconfortables que d'autres, mais j'encouragerais toujours à... En fait, si vous rejoignez Projet OBM, ce que je veux dire, c'est que, bah, en fait, si vous êtes dans une situation délicate financièrement, comme c'est des choses qui peuvent arriver, bah, que ce soit moi ou la communauté, en fait, enfin, c'est toujours important de pouvoir brainstormer sur les opportunités et être dans cette proactivité-là. Et ce que je voulais vraiment partager, c'est que, en fait, ça peut arriver, mais ce n'est pas dramatique puisque ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, j'ai une vidéo d'ailleurs qui va sortir là-dessus aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode. C'est, tu sais, la différence entre la liberté et la flexibilité et l'indépendance. En fait, des fois, il y a des personnes qui se lancent en se disant qu'ils vont être libres. Mais pour moi, la liberté, c'est pas forcément l'entrepreneuriat parce que quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, quand il veut, etc. Mais si tu es entrepreneur et que tu veux vraiment vivre de ton activité, non, tu as des responsabilités. Il faut que tu penses au développement de ton chiffre d'affaires. Il faut que tu penses à, surtout si tu veux en vivre, que je sais pas moi, tu n'as pas d'autres sources de revenus et que vraiment, comme moi, typiquement, je me suis lancée, je n'avais pas de chômage, mon mari, il était sur un projet non rémunérateur, donc en fait, on y est vraiment allé all in. Bah clairement, j'avais pas le temps de niaiser à me dire, bah peut-être que non, il fallait que je fasse rentrer du chiffre d'affaires. Et je pense que à mon niveau, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Je pense à tout de suite comprendre l'enjeu de l'entrepreneuriat et pas juste me dire, ah ben je veux la liberté de travailler d'où je veux, etc. Oui, c'est beau, mais pour maintenir cette liberté-là, en fait, ça nécessite parfois bah d'être proactif, de faire des choses parfois inconfortables. Et je veux vraiment amener les personnes à réaliser ça. C'est possible, mais ça va vous demander en fait certaines actions. Et j'encourage tout le temps aussi de respecter sa vision, de respecter en fait bah, ce qui nous anime. Donc toi, dans ton cas là actuellement, c'était de te former, de faire de la place en fait pour te former à la préparation mentale tout en ayant un certain chiffre d'affaires. Tu as réussi du coup à avoir cet équilibre-là, il me semble aujourd'hui, non? Effectivement, ouais, c'était déjà, la première chose, c'était faire du temps, pallier au fait que du coup, il y avait l'arrêt de cette collaboration, cette longue collaboration. Pallier à ça, et ça passait par les petits contrats, revoir des anciennes clientes que j'avais eues en one shot. Et là, aujourd'hui, effectivement, je suis avec une cliente en long terme, mais sur lequel j'ai du temps dédié différemment. Donc, Oui. c'est une autre stratégie. Je suis partie sur la première stratégie, mais parce que avant, j'ai justement eu cette proactivité de aller voir ce qu'il me fallait, ce qui me stimulait aussi. Et c'est drôle parce qu'effectivement, pour moi aussi, l'entrepreneuriat, c'est pas de la liberté, c'est vraiment cette flexibilité, cette proactivité. Et c'est une gymnastique, à mon sens, se considérer, surtout quand on fait de la prestat de service, de considérer son business comme un business. Et pour le coup, bon, moi, je suis pas non plus devenue entrepreneur pour la liberté. Et je suis devenue entrepreneur parce que j'ai besoin d'être stimulée. Et aujourd'hui, bah, je trouve ma façon d'être stimulée autrement. Ouais, voilà, à travers des challenges. Notre challengeuse. Mais écoute, merci d'être venue sur tous ces points clés de ton parcours. Je pense que c'est hyper intéressant et ce que j'aime bien en faisant ces épisodes parcours de BM, c'est de montrer en fait la pluralité des profils parce que clairement, j'ai fait des interviews dernièrement et vous avez tout un parcours différent et je trouve ça vraiment beau. J'aime beaucoup la richesse de ce que vous pouvez apporter à ce podcast et aussi du coup aux auditrices et auditeurs qui écoutent. J'ai une dernière question avant de te laisser vaquer à tes occupations du jour. En fait, sa dernière question, en fait, c'est vraiment, si tu devais résumer ton parcours en une leçon clé pour des futurs OBM, ouais, alors je vois tes yeux s'ouvrir parce que c'est vrai que c'est challengeant, mais tu vois, c'est genre le dernier conseil de la fin, ce que tu aurais aimé dire à une OBM
qui voilà, souhaite se lancer aujourd'hui, quelle est ta plus grosse leçon? Qu'est-ce que tu as envie de partager, quoi? Tu vois? Parce que je te laisse la parole sur ce podcast. C'est un podcast qui va durer dans le temps parce que il n'a pas de date de fin. Donc, si tu dois graver dans le marbre un conseil de Constance Bustos dans le podcast des Oh, OBM, ce waouh, serait c'est quoi? le conseil. Ouais. Non, je vais rester simple. Ce qui m'a fait tiquer, c'est le mot résumé, c'est pas mon fort. Pour le coup, je dirais si aujourd'hui tu te retrouves à te renseigner sur le métier d'OBM, fais-toi confiance, il y a une raison pour laquelle tu le fais. Il y a vraiment une raison il y a vraiment une raison là derrière. Et toutes ces petites compétences peut-être que tu vois qui sont potentiellement inné chez toi ou que tu trouves ça normal en fait d'avoir un petit truc pour l'organisation ou un petit truc où tu anticipes les choses ou la planification, bah crois-moi, il y en a qui n'ont pas ce talent, qui n'ont pas cette compétence et pour le coup, oui, c'est là où tu te distingues et c'est là où tu vas venir muscler ça dans une formation par exemple qui s'appelle Projet OBM. Merci pour la petite minute pub. En prie. Mais en tout cas, je trouve que ton conseil de la faire est intéressant et c'est vrai que la plupart des personnes qui se lancent en tant qu'OBM, c'était pas une évidence, c'est pas un métier hyper connu. On a souvent une appétence pour des choses, mais on se sent pas entrepreneuse en plus. Donc du coup, le fait de mettre à profit ces compétences-là en indépendant, ça peut être un peu étrange quand on n'a pas l'habitude de ça. Mais vraiment, tout est possible et c'est vraiment à considérer. Je pense que l'un des points communs que je trouve à tous les membres de projet OBM et même toutes les OBM que je vois, c'est quand même une certaine passion pour la structuration, pour l'accompagnement, pour avoir cette posture d'intégrateur. Et pour moi, c'est vraiment un métier qui se choisit. C'est pas le métier qu'on va faire juste pour gagner de l'argent. J'arrête pas de le dire parce qu'il y a plein d'autres moyens. Sinon, tu fais du dropshipping, je sais pas, tu fais des trucs. Tu vois, il y a plein d'autres Il y en a façons des de gagner moyens. sa vie. Tu vois, il y en a des moyens. Donc, si aujourd'hui tu t'intéresses à un métier aussi spécifique que vraiment l'organisation, la structuration, la gestion du temps, même si c'est pas directement lié à ça, bah, tout ça te parle. Vraiment, considère-le parce que c'est vraiment quelque chose qui peut, où tu peux être rémunéré pour, mieux que en tant que salarié normalement parce que bah aujourd'hui comme je le donne en termes d'indication une OBM j'aime bien donner un tarif horaire pour vous aider à vous projeter mais on peut parler aussi en TJM en taux de jour moyen mais sinon voilà il y a plein de façons de facturer ces prestations mais il faut savoir qu'une OBM qui débute sur le marché alors vraiment débutante qui est en train de transitionner entre Assistana et OBM elle va être peut-être à 50 euros de l'heure mais sinon si c'est un poste full OBM ben, très souvent 60 euros de l'heure c'est un peu le début, même s'il y a plein de variantes. Et je trouve que c'est intéressant de le savoir. En gros, tu peux donner de la valeur à ton appétence, quoi. Et ça peut t'amener à vivre un quotidien flexible avec bah, une liberté géographique et pas mal de flexibilité dans tout ce que tu peux faire et surtout du kiff. Parce que moi, j'ai beau avoir lancé projet OBM, encore aujourd'hui, je me vois avoir des missions en fait d'OBM parce que c'est là où je me dis que c'est vraiment une question de passion et pas juste d'argent. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit d'accompagner en fait des CEO dans la structuration, etc. Donc voilà, pour compléter un peu ce que tu disais sur la fin. Constance, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton parcours avec beaucoup de transparence. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un plaisir. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Au moment où vous l'écoutez, je ne sais pas si les portes de projet OBM sont ouvertes ou elles ne seront pas ouvertes, mais vous avez toutes les informations, quoi qu'il arrive, à chaque fois sur le site www.projetobm.com. N'hésitez pas à le consulter pour en savoir plus. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao, ciao!